Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici 100 ans jour pour jour. Walt Disney créait sa compagnie. À l'inverse de la Belle au bois dormant, lui-même, comme ses équipes, n'ont pas dormi pendant ce siècle. Un destin animé de bonnes intentions qu'on va raconter ensemble. Bonjour Sébastien Durand. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous êtes l'historiographe officiel de Walt Disney. C'est vrai que vous connaissez le sujet par cœur. J'ai grandi avec, comme toujours, comme beaucoup de gens, mais simplement moi la passion m'est restée, un petit peu d'ailleurs comme vous, parce que je sais que vous êtes un Disney-phile convaincu. Oui, et on va essayer quand même d'évoquer des dates clés du parcours de Walt Disney et de ce que c'est devenu aujourd'hui, puisque ça fait 100 ans que la compagnie a été créée. La première date que j'ai trouvée, c'est le 15 mai 1928. C'est la sortie d'un court-métrage dans une petite salle d'Hollywood où l'accompagnement musical est assuré par un mini-orchestre qui s'appelle Plane Crazy. Ah, vous avez bien fait vos recherches parce qu'effectivement, tout le monde pense, et c'est toujours un petit peu la version officielle, que Mickey est né au mois de novembre 1928. En fait, le premier Mickey de novembre 1928, c'est le premier Mickey avec du son. En mois de mai, c'était le premier Mickey tout court et il était encore muet. Voilà. Il se trouve que les producteurs ont refusé au départ de s'engager dans le projet. Personne n'était convaincu que Walt Disney, ça valait quelque chose. Non, il avait fondé son entreprise 5 ans auparavant, puisque c'est effectivement aujourd'hui, 16 octobre, qu'on fête le centenaire. Mais pendant les 5 premières années, il a plus ou moins vivoté et il avait créé un personnage qui lui avait été enlevé et il essaie de créer Mickey, mais personne ne croit en lui à ce moment-là. Voilà. Alors, ce qui va le sauver, Walt Disney, Sébastien Durand, c'est qu'il va investir toutes ses économies dans l'enregistrement, dans une bande sonore qui va accompagner les images d'un autre dessin animé, Steamboat Willie. Oui, quelques mois après ce Plane Crazy, il a l'idée, il a la lumière qui jaillit. Le cinéma vient de passer parlant. Le chanteur de jazz est sorti quelques mois auparavant. Il veut être le premier à amener le son dans un dessin animé. Il veut l'enregistrer, mais c'est pas évident parce qu'il a un orchestre et quand l'orchestre regarde les images, le temps qu'ils jouent, ils sont désynchronisés et donc il doit faire un deuxième enregistrement et pour ça il doit y mettre toutes ses économies, tout ce qui lui reste. Il met sa voiture en gage, il met sa maison en gage. Si ça avait été un échec, il n'y aurait plus de Walt Disney. Voilà. Et il y a une projection, je crois, à Los Angeles, dans un petit cinéma qui s'appelle le Colony. Et là, c'est l'enthousiasme. Alors, c'est effectivement, c'est à New York qui est projeté le premier Mickey en réalité. Et effectivement, c'est l'enthousiasme. Plus personne n'a le souvenir du film, du long métrage qui passait après, qui s'appelait La guerre des gangs, qui est un film perdu aujourd'hui. Donc, plus personne n'a la trace parce que les journalistes le lendemain ne parlaient que d'une chose. Vos confrères, ils étaient, on a entendu une souris parler, quoi. Voilà, exactement. Alors, il faut savoir que Disney, le dessin, ça l'intéressait depuis sa naissance pratiquement. Il dessinait partout. Oui, alors c'était un enfant qui, dans sa petite ferme du Missouri, la ferme familiale, dessinait, y compris il prenait du goudron quand ses parents n'étaient pas là, il dessinait sur les murs de la ferme. Donc il se prenait des fessées mémorables de la part de son père. Et c'est un dessinateur, lorsqu'il est venu en France, à seulement 17 ans, il conduisait une ambulance de la Croix-Rouge juste après la Première Guerre mondiale. Il dessinait sur la bâche de son ambulance. Donc ça a toujours été quelqu'un qui voulait faire du dessin. Et je crois que son premier dessin à la ferme, c'était un canard. Ah, c'était un canard et ensuite ça a été un cheval et c'est le premier dessin pour lequel il a été payé car le médecin de la petite ville de Marceline lui a demandé de faire le portrait de son cheval et lui a donné une pièce de 10 cents. Donc c'est son premier salaire de dessinateur. Alors les études de Walt Disney, ça l'a pas vraiment intéressé, sauf qu'à la Kansas City Art Institute, là ça a été vraiment une révélation. Oui, quand il arrive à Kansas City, qui est une plus grande ville que la petite Marceline dans laquelle il avait grandi, il s'oppose à son père, il dit je veux faire une école d'art et là le père finit par céder et là lorsqu'il dessine il a vraiment, alors la révélation oui et non, il sait qu'il veut devenir artiste mais il va vite découvrir qu'il n'est pas un excellent dessinateur et que son avenir ne sera pas dans le dessin. Voilà, mais en même temps il fait quand même l'école des beaux-arts de Chicago. Oui, il continue. C'est un dessinateur tout à fait correct. Ouais. Simplement, il va découvrir que d'autres le font mieux que lui. Et sa force, ce sera d'entraîner ces autres pour créer des films d'animation, mais il ne sera plus dessinateur. Il faut savoir que cette école des beaux-arts de Chicago, elle a une histoire, elle a été créée. Il y a eu un immense incendie à Chicago en 1867 et ça a été le premier bâtiment détruit par cet incendie qui a été reconstruit à l'identique. Alors, la guerre mondiale, donc il fait son parcours de combattant juste après, Walt Disney, et il va commencer par des films publicitaires dans un studio de Kansas City. Oui, il a rencontré, en faisant ses études, un autre jeune homme qui, comme lui, est passionné par le dessin, qui s'appelle Ub Iwerks, et tous les deux décident de s'associer, et ils font des affiches, ils font du lettrage sur les enseignes de Kansas City. Ça dure un mois.
Ça dure 1 mois et ils font faillite. Et puis alors, ils décident de se lancer dans autre chose, qui est le dessin animé. Et ils forment une deuxième société. Voilà, et c'est vraiment une mini-équipe et des courts-métrages qui sont destinés, je crois, Sébastien Durand, aux salles de cinéma locales. Oui, il commente l'actualité du moment, l'actualité locale, avec des dessins qui sont, on dirait, des dessins animés, enfin, qui sont pas très très bien animés. C'est fait avec les moyens du bord, mais ça lui permet de se faire la main, tout simplement. Oui, et puis en plus, il a inventé quelque chose qu'on voit partout aujourd'hui, c'est-à-dire le dessin de caricature à la télévision. C'est là ce que il le fait au cinéma, exactement. Il est l'un des premiers à Kansas City, sur le marché local. On reconnaît les politiciens du coin, on reconnaît les petits scandales du moment, des politiciens corrompus qui sont caricaturés par Walt Disney et Ub Iwerks. Voilà, ça s'appelle les rigologrammes, je crois. Oui, c'est la bonne traduction des Love-O-Grams, qui sont des rigologrammes et sur lesquels il anime aussi ses premiers vrais, on va dire, dessins animés, une version moderne de Cendrillon, une version du Chaboté, qui sont les premiers dessins animés de courts-métrages qu'il réalise. Et c'est que le Chaboté, finalement, Napoléon, quand il était enfant, il voulait devenir un grand général, il mettait un uniforme, il enfilait des bottes trop grandes pour lui, il était ridicule, et une petite fille l'avait surnommé le Chaboté. Oui, mais c'est un très joli conte de Perrault qui sera souvent une source d'inspiration pour Walt Disney. Alors, Walt Disney donc, a fait ses premiers dessins, et il va le devenir ensuite, Sébastien Durand, un pionnier du film institutionnel, parce qu'un médecin lui a commandé un film. Oui, alors c'est vrai que comme il fait feu de tout bois avec son petit studio qui a du mal à marcher, et un dentiste vient le voir en lui disant moi ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez venir me voir? Et Walt Disney lui dit non, je peux pas venir vous voir parce que figurez-vous que ma seule paire de chaussures est en réparation chez le cordonnier, je suis tellement à sec que je ne peux pas. Et alors donc du coup c'est le dentiste qui s'est déplacé, qui est allé lui chercher sa paire de chaussures, et avec son premier salaire il a pu payer la paire de chaussures qui était restée en gage chez le cordonnier. Et il a fait un film, je crois, sur l'hygiène dentaire parfaite. Tout à fait, pour le cabinet de ce dentiste. Alors ensuite, il va mélanger dessin animé et vue réelle. Ça, c'est une nouveauté pour Walt Disney. Ça, c'est une vraie innovation. Hein. On connaissait quelques exemples des frères Fleischer où on mettait un personnage animé dans un monde réel. Walt Disney, il inverse la proposition. Il va prendre une petite fille qu'il filme devant un drap blanc et après, on ajoute des personnages animés. Donc la petite fille semble parler avec le chat Julius, avec les autres personnages. Elle s'appelle Alice. La série s'appelle Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est une première version, et c'est ce qui fait un peu connaître Walt Disney. Par qui? Par les professionnels et par le public? Par les professionnels plus que par le public, c'est un début, mais ça lui permet de trouver une distributrice. Il va travailler avec la première femme qui distribue des dessins animés aux États-Unis, Margaret Winkler, et c'est elle qui va ensuite lui donner l'idée d'être plus ambitieux et de créer un personnage plus intéressant qui sera un lapin. Voilà. Il se trouve que les films ne sont pas techniquement parfaits. Non, ce sont des films qui sont faits avec les moyens du bord, avec une petite équipe. Souvent, ils sont 2 à travailler dessus, à tout faire, Walt Disney et Ub Iwerks. Parfois, il y a une encreuse qui vient mettre les dessins sur les celluloïdes, mais la plupart du temps ça. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu sommaire comme animation, mais il y a déjà plein d'idées qu'il reprendra plus tard, et on voit que ce qui l'intéresse, c'est pas seulement la qualité de l'animation, c'est l'histoire qu'il raconte, c'est comment capter l'attention du public. Alors, il décide finalement de mettre la clé sous la porte, il est en faillite, parce que finalement, ça ne marche pas autant qu'on l'espérait. Bah non, et puis Kansas City, c'est malgré tout un petit marché quand on veut faire une grande carrière dans le dessin animé. Alors, Robert, son oncle, qui vit, je crois, du côté d'Hollywood, va sauver Walt Disney. Oui, l'oncle Robert, vous savez, dans la plupart des success stories américaines, il y a un garage dans lequel a commencé l'Odyssée d'Apple, l'Odyssée d'Hewlett-Packard. L'Odyssée de Walt Disney, elle commence dans un garage, puisque lui et son frère, parce que son frère est également en Californie, Roy, il est soigné pour une pneumonie là-bas, et bien dans le garage ne leur prête pas, mais leur loue leur oncle Robert, ils vont réaliser des premiers dessins animés et convaincre le fameux Ub Iwerks dont on parlait, dessinateur de Kansas City, de les rejoindre pour lancer le 16 octobre 1923 la Walt Disney, ce qui est aujourd'hui la Walt Disney Company. Il se trouve que Roy, son frère, a cassé sa tirelire aussi pour le rejoindre. Roy, c'est quand même le frère aîné dont tout cadet rêve dans sa vie, parce que toute sa vie va soutenir Walt Disney. Il a fait des études un peu plus financières que son frère. Il travaille dans une banque. Donc l'avantage de Roy, c'est que toute sa vie, il va tout faire pour rendre réalistes les rêves de Walt Disney. Donc effectivement, celui qui a un peu d'argent pour aider son frère, qui n'en a pas du tout, parce que Walt Disney, il est absolument à sec. Enfin, il est arrivé avec $40 à Hollywood, ce qui ne permet pas de tenir longtemps. C'est grâce à Roy aussi que tout va pouvoir se faire. Voilà. Et en même temps, il fallait être courageux, il fallait être fou pour faire ça. Oui, c'est un peu comme une start-up d'aujourd'hui. Il faut 2 jeunes avec un rêve et puis ils ont envie de réaliser quelque chose. Personne n'y croit à part eux, mais c'est eux qui ont raison et l'avenir le prouvera. Voilà. Alors, il y a des films qui tournent, qui sont diffusés dans les salles de cinéma. Je crois qu'il y en a 26 au départ.
Oui, qui sont alors après les Alice, les Oswald qui arrivent. Oswald, donc un lapin. Pour être simple, Oswald, c'est Mickey avec des oreilles longues au lieu d'avoir des oreilles rondes. À l'époque, on s'embête pas beaucoup pour créer des personnages, mais Oswald, c'est un premier personnage qui a du succès. La seule chose, c'est que tout est limité à l'époque parce que tout a déjà un peu été fait en dessin animé, et comme tout est muet, eh bien, finalement, même avec Oswald, il arrive assez vite aux limites de ce qu'il peut faire. Oui, et il crée Mickey dans la foulée quand Oswald va lui être volé par un producteur. Et voilà, parce qu'en fait, quand il a signé les droits de distribution d'Oswald, il a cédé les droits d'Oswald. Et lorsqu'il doit renouveler son contrat, il apprend à sa grande surprise qu'en fait, le studio a décidé de se passer de ses services, et donc on lui confisque son personnage. Et selon la légende, c'est dans le train qui le ramène de New York, parce que le centre de l'animation à l'époque, c'est New York, à Los Angeles. Il faut plus de 3 journées à l'époque pour traverser les États-Unis. Donc, il doit annoncer à son frère en arrivant qu'ils sont ruinés. Et c'est pendant ce voyage qu'il aurait eu l'idée géniale de dire « J'ai fait un lapin, je vais faire une souris ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Une autre date importante dans la carrière de Walt Disney, c'est le 21 décembre 1937. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio, dans Les Clés d'une vie, avec Sébastien Durand. Sud Radio, Les Clés d'une vie, Jacques Pessis. Les Clés d'une vie, celle de mon invité. Aujourd'hui, nous célébrons plutôt le centenaire de la Walt Disney Company. Tout a commencé ce jour-là, le 16 octobre. Sébastien Durand, qui est historiographe de Disney, connaît le sujet par cœur, nous accompagne pour évoquer Walt Disney avec une date, le 21 décembre 1937. Ça vous dit quelque chose ? C'est le moment où tout Hollywood a prévu que Walt Disney va disparaître ce soir-là, puisqu'il va rater ce que tout le monde attendait, ce que tout le monde surnommait sa folie. C'est la première de Blanche-Neige et les 7 nains. Exactement. D'ailleurs, la première version française, c'était Lucie Delaine qui avait chanté, et la femme de Jean Constantin qui a écrit des chansons pour Piaf, entre autres. Alors, c'est, je crois, au Cartley Circle Theatre, et c'est un triomphe parce qu'il y a une standing ovation, ce que personne n'imaginait. Non, alors encore une fois, on vient de parler de Mickey 1928. Même pas 10 ans après, on est passé d'un petit personnage qui tout juste prononce ses premiers mots en noir et blanc à un film avec une animation réaliste d'êtres humains, des chansons entraînantes que tout le monde va retenir, et surtout une durée longue, un film d'1h30. On pensait que les adultes ne tiendraient pas devant ce qui est un film pour enfants pendant 1h30. On pensait que les enfants ne tiendraient pas non plus parce qu'il n'y a pas assez de gags. On pensait qu'une héroïne de papier qui meurt, personne ne serait ému par ça. Et en fait, le tout Hollywood a les larmes aux yeux quand il voit mourir Blanche-Neige et que les nains pleurent Blanche-Neige. C'est un triomphe absolu auquel assiste tout Hollywood. Ils sont tous là. Hitchcock sort en disant il a fait la meilleure méchante qu'on pouvait imaginer avec la reine. Et voilà, ils ont tous adoré Blanche-Neige. 20 millions de spectateurs en quelques mois. C'est, semble-t-il, encore aujourd'hui, le film ou l'un des 2 ou 3 films les plus vus de l'histoire du cinéma, notamment grâce à ses multiples ressorties. En 1938 en France, ce sera le film qui a fait le plus d'entrées aussi. Voilà. Et je crois que Walt Disney est récompensé par un Oscar qui lui est remis par Shirley Temple. Oui, un Oscar très spécial. En 1939, à la cérémonie des Oscars, il reçoit un grand Oscar et 7 petits Oscars en hommage à Blanche-Neige et les 7 nains. Et il faut savoir que Shirley Temple, ça a été la première enfant à devenir star internationale du cinéma. Et elle était si douée en danse qu'on s'est demandé si vraiment elle avait son âge. Il y a une enquête qui a été menée et même le Vatican a envoyé un prêtre pour enquêter. C'est fou, hein? Puis elle a eu une vie incroyable après en devenant même ambassadrice plus tard, donc une femme de tête aussi. Alors l'idée de Blanche-Neige s'est faite parce que le cinéma parlant avait pensé à tous les genres, sauf au dessin animé, Sébastien Durand. Le cinéma parlant très vite s'impose. On ne revient pas sur des innovations techniques aussi importantes, mais encore une fois, l'animation, ça demande un travail énorme. Si vous regardez comment bouge un Mickey qui agite ses bras comme si c'était des tuyaux d'arrosage, on ne peut pas animer un être humain comme ça. Donc d'un seul coup, Walt Disney qui a engagé des centaines d'artistes, parce que c'est la Grande Dépression aux États-Unis, donc des gens seront vraiment à la recherche d'un travail. Ils dessinent bien, mais ils dessinent des caricatures. Et d'un seul coup, il faut apprendre à dessiner de manière réaliste. Il leur fait donner des cours d'anatomie. On filme une danseuse, une comédienne, pour voir comment elle bouge, pour pouvoir s'en inspirer. Donc le travail a duré plusieurs années. C'est un film qui a coûté, encore une fois, comme pour Mickey, il a dû engager tout l'argent qu'il avait, Walt Disney, parce qu'il était au bord de la ruine, parce que personne ne voulait lui prêter d'argent pour Blanche-Neige. Les banquiers n'y croyaient pas. C'était extrêmement difficile. Voilà. Donc il se lance dans l'aventure et il a l'idée de penser à Blanche-Neige et les 7 nains parce qu'il a connu ce conte de Grimm quand il était enfant.
Alors c'est absolument vrai, et c'est un détail très peu connu, donc encore une fois, je suis toujours épaté par vos recherches, mais oui, quand il distribuait les journaux à Kansas City, parce que pour faire un peu d'argent, il distribuait les journaux, il avait été invité à une projection de Blanche-Neige avec Marguerite Clark, une actrice muette de l'époque, et il avait été stupéfait par ce film, et il avait été très marqué par ça, c'était donc un film muet, et plusieurs des séquences de Blanche-Neige, le dessin animé, rappellent cette version muette d'un film avec une actrice réelle. Et ce qu'il faut savoir, Sébastien Durand, c'est que la création de Blanche-Neige, c'est 3 années de travail, jour et nuit pratiquement. Alors, jour et nuit pratiquement, c'est exactement le cas, puisque pour terminer le film dans les temps, pour qu'il soit prêt pour la première du 21 décembre, les animateurs travaillent jour et nuit, travaillent 24 heures sur 24 par équipe de 12 heures chacun, parce que le travail à faire et à terminer un temps est absolument colossal. Et surtout, il est là pratiquement jour et nuit pour surveiller le travail, pour donner toutes les indications, Walt Disney. Walt Disney, c'est là son talent. Je disais tout à l'heure que c'était pas un excellent dessinateur, mais c'était un conteur formidable. Quand il a l'idée de Blanche-Neige, il convoque tous ses artistes et il leur dit voilà, notre premier long métrage, ça va être Blanche-Neige. Et là, pendant 3 heures, il leur joue tous les rôles. Donc oui, il surveillait tous les détails, c'est lui dans le film. Il a même installé, je crois, un lit dans son bureau. Alors, il avait dans son bureau, il avait un lit qui lui permettait de dormir sur place. Comme plus tard, il aura un lit dans le parc de Disneyland. Il avait une chambre à Disneyland pour pouvoir dormir sur place. Alors, il y a quand même un problème, c'est le nombre de nains, parce que dans le conte de Grimm, il n'est pas précisé, Sébastien Durand. Alors, il n'est ni précisé, ni même ils n'ont pas ni nom ni personnalité. On appelle juste les nains. Donc oui, Walt Disney va fixer ce chiffre à 7 et ils vont passer en revue toutes les qualités et défauts possibles, tous les noms pour finalement retenir les 7 qui sont devenus les 7 nains emblématiques aujourd'hui, mais qui effectivement dans le conte de Grimm ne sont pas personnifiés. Ce qui est d'étonnant, c'est que chaque fois que vous parlez avec quelqu'un des 7 nains, il en cite toujours 6 et jamais 7. Mais moi je peux vous citer les 7. Non, d'accord, mais c'est un jeu qu'il faut oui. essayer. Alors, ça veut dire aussi un investissement bien supérieur à ce qu'il prévoyait au départ, Walt Disney. Ah oui, alors on l'a vu tout à l'heure, heureusement qu'il a son frère. Walt Disney, lui, il est assez optimiste. Il pense faire le film pour $500 000, ce qui est quand même une somme déjà colossale pour l'époque. En fait, le film coûtera 3 fois plus cher. Donc évidemment, il n'a pas assez d'argent pour ça. Et encore une fois, comme on l'a vu, il va devoir engager tout ce qu'il peut. Et je crois qu'il y a un banquier qui va le sauver, parce qu'il va avoir quelques minutes du film, et là, ça va être allez-y. Alors c'est le vice-président de la Bank of America qui vient assister à une projection de Blanche-Neige qui n'est pas terminée. Il ne dit pas un mot pendant la séance, donc les 2 frères sont tétanisés en se disant qu'est-ce que c'est. Et au moment où il s'en va, il dit rien. Au moment où il monte en voiture, il leur dit ce film va vous rapporter tellement d'argent. Et du coup, ils ont obtenu leur prêt. C'est formidable. Et il faut savoir aussi que c'était tellement dur pour lui, il s'est nourri de cacahuètes et de whisky pendant 3 ans, Walt Disney. Alors, il se nourrissait mal, Walt Disney. Sa nourriture préférée, même quand il venait en France, quand il voyageait, il venait avec du chili con carne en conserve. Donc, un peu partout, dans ses chambres d'hôtel, il y avait du chili con carne. Donc, peu lui importer ce qu'il mangeait, ce qu'il pouvait boire en attendant. Il fallait tenir et il fallait arriver au bout des films qu'il faisait. Voilà. Il y est arrivé. Alors, j'en reviens un peu avant. Effectivement, Mickey avait bien marché. Et quand il a créé Mickey, il a immédiatement dit, Walt Disney, il faut créer d'autres personnages à côté. Et je crois que le premier, ça a été Pluto le chien. Oui, Pluto, Mickey et Minnie apparaissent en 1928. Et 2 ans après, effectivement, un chien qui prendra le nom de Pluto parce que la même année, on a découvert la planète Pluton. Oui. Donc en fait, on va lui donner ce nom-là. Apparaît Pluto. Et puis, bientôt, d'autres personnages qui vont l'entourer, comme Dingo en 1932 et Donald en 1934. Alors, Dingo, c'est Goofy, c'est-à-dire oui, l'idiot du village en anglais. C'est vrai. Et surtout, c'est Gaston Lagaffe avant la lettre. C'est Gaston Lagaffe, et puis surtout, alors il est supposé être un chien aussi, comme Mickey est une souris et Donald un canard. Mais du coup, il y a Dingo qui est un chien et Pluto qui est un chien mais qui est un vrai chien. Donc ça crée des débats sans fin chez les fans pour savoir exactement faut-il les traiter comme les animaux dont ils portent le nom ou sont-ce des personnages anthropomorphes évidemment. Et il y a un test qui a été effectué en 1932 dans une séquence où il est le spectateur, en regardant l'écran, il engloutit un nombre invraisemblable de cacahuètes. Je ne sais pas si vous connaissez cette séquence. Non, c'est Dingo qui Dingo. Oui, tout à fait. Mais en fait, Dingo, les autres personnages autour de Mickey sont plus riches en fait que Mickey. Mickey très vite. C'est un personnage qui est très sage et donc c'est un peu le héros. Et comme dans la plupart des contes, le héros est moins intéressant que les personnages qui l'entourent. Blanche-Neige est moins intéressante que les nains. Donc on rit plus aux facéties de Dingo ou de Donald qu'à celle de Mickey. Et justement, Donald, au départ, il n'avait même pas son costume bleu, son béret. C'était un personnage annexe.
C'est un personnage second. En fait, comme Dingo, et comme plutôt la force de Walt Disney, c'est dans un dessin animé, il repère. En fait, ils engagent un comédien qui fait la voix de Donald, qui a un petit rôle dans un dessin animé qui s'appelle Une petite poule avisée. Donc, comme son nom l'indique, l'héroïne, c'est la poule. Donald, il n'a qu'un rôle secondaire. Mais quand Walt entend la voix de Donald, il dit, mais c'est génial, il faut lui donner un autre rôle. Et tout de suite, on va le mettre face à Mickey et il va devenir une star, Donald. Voilà. Et je crois que il a repéré la voix de Donald en voyant un spot publicitaire pour le lait. Alors, oui, Clarence Nash, qui était le comédien qui fait la voix de Donald, avait enregistré un spot où il faisait cette voix. Alors, c'était la voix d'un agneau, mais en l'entendant, Walt Disney disait « Non, ça, c'est une voix pour un canard ». Et il a gardé la voix que Clarence Nash avait faite pour un agneau et tout, mais qui est devenue celle du canard. Et puis il y a eu un autre succès qu'on a un peu oublié à l'époque, ça s'appelait Silly Symphony. Ah, moi j'aime beaucoup les Silly Symphony. C'est une série de dessins animés musicaux avec des personnages non récurrents, donc contrairement au Mickey et tout qu'on revoit, et qui permettent de faire des grandes avancées technologiques. Les Silly Symphonies, qui commencent avec la danse macabre en 1929, où on voit danser des squelettes, continuent avec le premier dessin animé en couleur, des fleurs et des arbres, le premier dessin animé avec des personnages qui ont une vraie personnalité, comme Les Trois Petits Cochons, c'est une Silly Symphony, et jusqu'au Vieux Moulin en 1937, qui est le premier film avec de la profondeur de champ rendue possible grâce à une nouvelle caméra révolutionnaire qui sera utilisée aussi sur Blanche-Neige. Et Les Trois Petits Cochons ont rapporté un Oscar, et les jeunes d'aujourd'hui connaissent par cœur la chanson des Trois Petits Cochons. Oui, mais cette chanson, outre qu'elle est géniale parce qu'elle est très entraînante, et quand même, c'est une chanson qui à l'époque a une résonance particulière, parce que c'est qui a peur du grand méchant loup, c'est qui a peur de la crise, qui a peur de la grande dépression. Le grand méchant loup, c'est ce qui menace à l'époque le chômage et tout. Donc c'est vrai que, ne serait-ce que même qu'aujourd'hui, c'est une chanson qui pourrait encore résonner avec une certaine actualité. Hélas, oui. Autre date importante, 17 juillet 1955. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Durand pour parler des 100 ans de la Walt Disney Company. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, nous célébrons aujourd'hui les 100 ans de la Walt Disney Company, 100 ans jour pour jour, avec le spécialiste incontestable et incontesté de Walt Disney qui est Sébastien Durand. On a évoqué Blanche-Neige, on a évoqué la naissance de Mickey, les débuts difficiles, mais il y a une date importante, vous avez dit ah oui il y a quelques instants, 17 juillet 1955. Oui, c'est l'ouverture devant les caméras de télévision américaines, et à l'époque, c'est la moitié de l'Amérique qui regarde, l'ouverture de Disneyland, le premier parc à thème, et un des rêves les plus fous, encore une fois, de Walt Disney. Alors ça, c'est une idée totalement folle parce que il est arrivé dans ce parc, il a eu une idée un jour, et c'est un rêve de toujours. Alors, Walt Disney, ce qu'il veut, c'est partager ses histoires. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire entrer les gens dans l'histoire. Et finalement, le film, on s'arrête à l'écran. Walt Disney, son rêve suivant, c'est comment les gens vont entrer dans mes histoires. Et la réponse, ce sera Disneyland. Mais c'est un long cheminement. C'est un cheminement de 20 ans de réflexion à travers sa propre expérience, ce qu'il voit, ce qu'il fait avec ses deux filles, plein de choses. Le train qu'il met autour de chez lui. Alors justement, tout est parti de là. C'est-à-dire que Walt Disney adore les locomotives depuis toujours. C'est un fan absolu des locomotives à vapeur. Un de ses oncles, pas celui qui lui louait son garage, mais un autre, un oncle maternel, était chauffeur sur la ligne de la Santa Fe Railroad, donc, et qui passait devant Marceline, et quand il prévenait sa famille, il prévenait Walt quand il allait passer, et l'enfant montait sur un talus pour voir passer son oncle quand il était tout petit. Après, à 15 ans, il a vendu des journaux et du soda sur cette même ligne pour se faire de l'argent l'été. Donc, il adorait les trains jusqu'à découvrir qu'un de ses animateurs avait un train qu'il avait fait de ses propres mains, qui faisait le tour de son jardin. Walt Disney a désormais eu le même rêve. Il voulait un train pour faire le tour de sa maison. C'est le rêve qu'aurait pu avoir Jean Gabin, qui, enfant, voyait les trains passer devant chez lui et rêvait de conduire une locomotive. Ce qu'il a fait dans la Bête humaine. Dans la Bête humaine. Oui, seulement son père l'a emmené un jour aux Folies Bergères en disant « Trouve un boulot pour le petit » et on sait ce qu'il est devenu. Alors justement, ce train, c'est un travail de fou. C'est-à-dire qu'il a créé dans son jardin un parcours avec des gares et un train où tout le monde venait se promener. Oui, parce que c'était, quand on dit miniature, c'est un train d'1 mètre de haut sur lequel on peut s'asseoir sur les wagons, et il avait dû négocier très sérieusement avec sa femme qui était vent debout contre le projet en disant « Mais ton train, il va passer au milieu de mes fleurs ». Alors il lui promet que ça ne passera pas au milieu de ses fleurs, mais il fait creuser un tunnel pour passer en dessous des fleurs, et il établit un contrat disant qu'il est propriétaire de la ligne et que sa femme l'autorise à traverser leur jardin. Il fait signer ça devant le notaire. Et donc, effectivement, le tout Hollywood, Kirk Douglas vient
en famille, avec le futur Michael Douglas. Ils font partie des invités le week-end qui viennent s'asseoir sur le train et faire le tour de la propriété de Walt Disney. Elle était grande quand même, cette propriété. Oh, c'est une propriété qui fait 1,5 hectare, donc Oui. il y avait de quoi faire le tour en train, oui. Alors je crois qu'il a acheté des wagons chez des collectionneurs. Alors, il a acheté des wagons, il a acheté des détails, des petites choses qu'il n'arrivait pas à reproduire lui-même chez des collectionneurs, dont le petit chariot dans lequel on met le charbon, notamment. Et je crois que c'est lui-même qui a construit la locomotive à vapeur du 19e siècle qui pouvait rouler jusqu'à 10 km/h. Alors, c'est lui qui est de ses mains dans les ateliers du studio, avec l'aide de plusieurs techniciens du studio. En fait, c'était sa façon de décompresser. Quand il n'en pouvait plus de toute la pression qu'il avait au studio, il allait dans l'atelier du studio travailler avec les techniciens à fabriquer cette locomotive. Et l'idée d'une locomotive qui fait le tour de sa maison, petit à petit aussi lui a donné l'idée d'une locomotive, d'un train qui ferait le tour de son studio. Voilà. Et il se trouve aussi qu'il a invité régulièrement les patrons de la compagnie des chemins de fer. Oui, parce qu'il était connu comme un grand collectionneur autour des locomotives à vapeur, et donc il était reçu comme une personnalité importante par les chemins de fer chaque fois qu'ils se déplaçaient, par leur patron. Et je crois qu'un jour, il se rappelle d'une promenade dans un parc d'attractions à Kansas City. Et c'est le déclic. C'est le déclic, la promenade dans le jardin, et puis les promenades qu'il faisait avec ses filles, parce qu'il les amenait le week-end, il s'asseyait sur un banc pendant qu'il faisait des manèges, et lui s'ennuyait terriblement parce qu'il trouvait qu'il n'y avait rien à faire. Et il se dit, il faudrait quand même un endroit où, en fait, au lieu d'être assis en attendant que les enfants aient fait leur tour de manège, on s'amuse ensemble. Ça, plus l'idée d'un train qui ferait le tour, plus l'idée de dire comment les gens peuvent entrer dans mes films, c'est la naissance de Disneyland. Et naturellement, quand il en parle, Walt Disney, on le prend pour un dingue. Mais ce qui est fou, c'est qu'on pourrait se dire, après Mickey, on pourrait lui faire confiance, après Blanche-Neige, on pourrait lui faire confiance, après Disneyland, on pourrait lui faire confiance. Mais à chaque fois qu'il a eu un projet, c'était tellement révolutionnaire pour l'époque et ça semblait tellement loin de ce qu'il avait fait avant, qu'à chaque fois, il a eu du mal à convaincre les gens, mais ça ne l'empêchait pas d'y aller. Oui, et en même temps, il travaillait sur ce projet dans le plus grand secret, justement, parce que personne n'en voulait. Personne n'y croyait. Les gens lui disaient, non mais un parc d'attractions, c'est forcément sale, les gens sont pas aimables, ça marche que pendant les mois d'été. Enfin, il y avait toutes les bonnes raisons pour dire que ça ne marcherait pas. Et lui disait juste, mais ce sera pas un parc d'attractions, ce sera quelque chose que vous n'avez jamais vu, ce sera un parc à thème. Le mot parc à thème aujourd'hui nous semble évident, mais ça le différenciait vraiment de ce qu'on appelait à l'époque une foire, une fête foraine ou un parc d'attractions. Et il avait raison, on n'avait jamais vu ce qu'il allait faire avec Disneyland. Oui, et il commence par faire réaliser des centaines et des centaines de croquis, de maquettes. Oui, mais en fait, il envisage le parc de la même manière qu'il envisage un film d'animation. D'ailleurs, ce sont les mêmes artistes qui y participent. Il prend ses animateurs, il prend ses décorateurs. C'est eux qui créent les décors de Disneyland, c'est eux qui créent les histoires. Chaque attraction doit raconter une histoire. C'est ça aussi qui fait qu'on appelle ça un parc à thème. Et donc, on prend un scénariste. Donc, quand on crée une attraction, on ne dit pas juste, tiens, on va faire un manège. On dit, on va vous emmener dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Vous allez monter à bord, ou vous allez monter dans un bateau avec Peter Pan et survoler Londres et arriver au pays imaginaire. Moi, je me souviens d'Annie Moon à l'Olympia jouant en running gag la musique la plus énervante du siècle, qui est It's a Small World. C'est vrai que quand on a cette musique dans la tête, c'est fini. Ah, vous savez, je suis allé un jour chez Richard Sherman, qui est l'un des deux frères compositeurs des Small World, et quand on sonne chez lui, c'est cette musique que l'on entend. Je me dis, mais comment fait-il ? J'adore cette musique, mais comment fait-il pour la supporter depuis 1964 ? Et cette musique est née non pas dans le parc Disneyland, je ne sais pas si vous le savez, oui. Elle est née pour le pavillon de l'UNICEF. Pepsi Cola, la PDG, c'était John Crawford. Elle demande une attraction sur le thème la paix au travers de la compréhension. Personne ne veut le faire, sauf Disney en 9 mois. Et c'est l'ancêtre de ce petit monde. Absolument. Walt Disney a travaillé pour l'Expo universelle de New York en 1964. Il a conçu 4 des pavillons pour des différents, dont pour l'UNICEF, It's a Small World, qu'ensuite il a récupéré dans son parc. Et lorsqu'il a demandé aux frères Sherman de composer une musique pour ça, quand il l'a entendu, il leur a dit, cette musique, puisque vous en avez les droits, et elle enverra vos enfants à l'université et vos petits-enfants à l'université. Et effectivement, les frères Sherman ont continué à toucher des royalties sur cette chanson depuis 1964. Alors il faut trouver le lieu idéal.
Parce que c'est pas facile de trouver le parc idéal avec la météo, avec la distance, avec tout ce qu'on peut imaginer. Oui, il veut que ce soit en Californie, il veut que ce soit pas trop loin de là où est son studio, de là où il habite pour pouvoir le faire, et il charge un organisme de chercher, et au milieu des champs d'orangers, dans la ville d'Anaheim, à 1 heure de Los Angeles, il va trouver l'endroit idéal pour construire Disneyland. 60 hectares, je crois, à l'époque, c'est quand même considérable. C'est considérable quand les gens croient que vous ne savent pas ce que vous allez faire dessus. Il faut imaginer qu'à l'époque, le studio, avec tous les endroits où il tourne, c'est une 20aine d'hectares. Donc là, il achète 3 fois plus grand que ses propres studios pour faire quelque chose auquel personne ne croit. Alors justement, les travaux commencent. Et là encore, panier percé, Walt Disney va dépenser beaucoup plus que prévu, Sébastien Durand. Oui, alors c'est vrai qu'il avait des grandes idées, mais que quand on est révolutionnaire, on a du mal à faire un budget sur quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'était le problème de Walt Disney. Le problème, et puis pas seulement le problème, heureusement que ça ne l'arrêtait pas. Donc effectivement, il pense pouvoir faire ça pour le prix de 2 ou 3 films, mais ça coûte juste une fortune, non seulement de le faire, mais de l'inventer. Et tout est à créer, tout est à inventer. Et donc effectivement, il va devoir trouver de nouveaux associés, de nouveaux actionnaires, s'associer avec une chaîne de télévision pour pouvoir financer la construction de Disneyland. Je crois qu'il a coûté 4 fois plus cher que prévu. C'est pas le premier parc et ni le dernier de l'entreprise Disney qui coûtera beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Alors, il faut trouver effectivement des financements. Il a hypothéqué tout ce qu'il possédait, bien entendu, comme d'habitude. Et je crois que ce qui va sauver Walt Disney et Disneyland de Sébastien Durand, c'est qu'il a gardé les droits de tous ses films et va donc pouvoir les céder à la chaîne de télévision ABC, moyennant quelques subsides. Alors, Walt Disney est le seul parmi les tycoons de Hollywood, les grands patrons de studio, à ne pas vendre ses droits, à refuser, parce qu'une fois que c'est vendu, il dit une fois que c'est vendu, c'est perdu. Lui, il va être beaucoup plus intelligent, il va faire des making-of de ses films. En fait, ce qui l'intéresse, c'est que la télé lui donne les moyens de faire une série qui raconte comment il tourne ses films, comme ça donne envie aux gens d'aller les voir en salle. Et notamment, par exemple, 20 milieux sous les mers, le programme qui raconte le making-of de 20 milieux sous les mers, le tournage, obtiendra lui-même l'Emmy Award de la meilleure émission de télé de l'année, alors qu'après tout, ça n'est qu'un gros clip publicitaire de 2 heures pour aller voir un film de 2 heures au cinéma. C'est remarquable, en fait. Et donc, il crée le Mickey Mouse Club, qui est au départ hebdomadaire et qui est devenir quotidien. Oui, c'est un des premiers programmes pour enfants faits en prenant les enfants, en les prenant pas de haut, en les prenant pour intelligents. C'est un programme co-animé par des enfants qu'on appelle des Mouseketeers, donc des mousquetaires, mais ears veut dire en anglais oreilles, parce qu'ils portent des oreilles de Mickey, et ils présentent tous les jours une émission en rapport, évidemment, avec l'un des thèmes de Disneyland qui est alors en construction. Donc là aussi, il s'agit de donner envie aux gens d'aller voir le futur parc. Mais effectivement, ces enfants qui vont devenir des vedettes animent une des premières émissions de télévision faites par des enfants pour des enfants. Je crois que ça dure 1 heure tous les jours. Ça dure 1 heure tous les jours au retour des classes, oui. Alors, il y a plusieurs séquences et on a vu dans les années 60, le jeudi après-midi, jour de vacances scolaires des enfants, le Mickey Mouse Club avec un dessin animé, Jiminy Cricket qui présentait une séquence animalière et c'est le même principe. C'est ça, et puis vont naître des séries qui vont arriver jusque chez nous. Par exemple, Zorro est arrivé dans cette émission. Les fameux épisodes de Zorro qui sont arrivés sur l'ORTF en France en 1965 avaient été faits en 1957 aux États-Unis pour cette émission Disneyland et le Mickey Mouse Club présenté tous les jours sur ABC. Là aussi, ça a été un pionnier parce que Zorro, il en a fait 2 séries en un temps où les droits n'étaient pas tombés dans le domaine public, donc il n'a pas pu faire 3e série. Oui, en fait, et puis quand il s'est séparé d'ABC parce qu'il s'entendait moins avec la chaîne, ils l'ont menacé s'il emportait Zorro avec lui de lui faire un procès, donc il leur a laissé, eux ont laissé tomber, et finalement malheureusement il n'y a pas eu de 3e saison de Zorro, ce qui est dommage parce que cette série avec ses 79 épisodes, elle est juste encore aujourd'hui géniale, quoi. Mais comment on peut expliquer qu'aujourd'hui en 2023, ces épisodes de 65 qui sont en couleur triomphent encore tous les dimanches soirs sur France 3? Écoutez, mais pour la même raison qu'on peut expliquer que Blanche-Neige, un film sorti en 1938, puisse encore aujourd'hui être vu par des enfants de notre époque. La force des histoires, c'est que l'histoire est géniale. Zorro a été fait en noir et blanc, il a été colorisé plus tard, c'est la seule difficulté, parce que s'il avait été fait directement en couleur, il serait toujours fait. Voilà, et une fois mis en couleur, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas l'impression de voir
une série réalisée dans les années 50. Il voit un feuilleton avec un héros qu'on a tous envie d'être, parce qu'être Don Diego le jour et Zorro la nuit, c'est quand même cool. Et donc forcément, ça marche encore aujourd'hui. Ah mais tous les jeunes marchent, et puis on fait de nouvelles séries de Zorro maintenant que les droits sont libres. Maintenant que voilà, il y a plein de nouveaux Zorro qui vont arriver, exactement. Et il y a un autre personnage aussi qu'on a un peu oublié, c'est Davy Crockett. Ah oui, vous avez raison, parce qu'en France, il est moins connu. Aux États-Unis, Davy Crockett, il a été le héros d'une série emblématique en 54-55, et Walt Disney regrettait une seule chose, c'est qu'on lui avait proposé l'histoire de Davy Crockett en 3 épisodes, et au 3e épisode, il meurt à Fort-Alamo. Et quand la série a eu un tel succès, il s'est dit que j'ai bien été bête de le tuer. Il l'a fait revenir dans d'autres séries sans aucune explication sur à quel moment ça se situait, est-ce qu'il avait ressuscité ou est-ce que ça se situait avant, mais il ne pouvait pas le laisser mourir, ça marchait trop bien. Voilà, et c'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'on a vendu autant de produits dérivés avec Davy Crockett. Alors c'est un des grands succès des produits dérivés, avec le bonnet de Davy Crockett que tous les enfants voulaient, en vraie fourrure, en fourrure synthétique, parce que évidemment il fallait donner, mais il y a eu des millions de bonnets de Davy Crockett, de casquettes de Davy Crockett qui ont été vendus. Et il y a eu quand même quelques films au cinéma, et puis il y a eu la chanson d'Annie Cordy, Davy Crockett, reprise aussi par Chantal Goya, dont les paroles françaises étaient Francis Blanche. Francis Blanche, absolument, et qui ont contribué à son succès en France. Ouais. Eh bien, on va arriver à la date importante, le 16 octobre 2023. A tout de suite sur Sud Radio, avec Sébastien Durand pour parler de Walt Disney. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien Durand, nous parlons de Walt Disney, puisqu'aujourd'hui, 16 octobre 2023, c'est le centenaire de la Walt Disney Company, ce que son créateur n'aurait sans doute jamais imaginé, Sébastien Durand. Non, d'ailleurs, le 16 octobre 1923, il n'y a pas de document certifiant l'établissement de cette entreprise. C'est juste parce qu'ils signent tous les deux en bas d'un contrat avec une distributrice qui leur assure qu'elle va les payer s'ils font des dessins animés, qu'on considère que c'est cette date, c'est-à-dire que la société n'est pas déposée, il n'y a pas de statut, c'est juste un partenariat entre deux frères, Walt et Roy, qui était très très loin d'imaginer que 100 ans après, ils auraient un empire au nom de Walt Disney. Oui, et surtout, il a beaucoup travaillé. D'ailleurs, c'est ce qu'il a usé prématurément, Walt Disney. Oui, ça et la cigarette. Oui. Walt Disney est mort jeune, il est mort à 65 ans. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a énormément travaillé et qui s'est usé avec des projets, certes extraordinaires, mais tellement difficiles à accomplir. Voilà, il meurt, je crois, le 15 décembre 1966, à la stupéfaction générale, parce qu'il a été hospitalisé dans le plus grand secret. Personne ne savait qu'il était malade. Au début de l'année 66, il apparaissait un peu fatigué, mais comme il l'était parce qu'il peut travailler. On s'attendait pas du tout à ça. Et effectivement, cette année-là, il annonce le projet qui va devenir Walt Disney World en Floride. Il part en vacances avec sa famille en Alaska, et quand il revient, il a une douleur à la poitrine, il est hospitalisé, on est au mois de septembre, et quelques mois après, il est mort, et personne autour de lui pratiquement n'était au courant. Une fois qu'il est hospitalisé, quand il sort, il fait une dernière visite au studio 15 jours avant sa disparition. Et là, c'est là que tout le monde comprend dans quel état il est. Et c'est la seule fois où, quand il quitte les gens, il leur dit au revoir. Il disait jamais au revoir en sortant d'une salle. Il faisait un geste pour partir. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal des animateurs de son époque. Ils étaient encore bouleversés des années après. Quand il disait ce jour-là, on a vu Walt, il nous a dit au revoir Marc, ou au revoir. Et ce au revoir, c'était un adieu. Un adieu. Et puis alors, il y a une légende qui court, c'est qu'il aurait été cryogénisé. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment une légende. C'est faux. Walt Disney est passé au crématorium. Donc aujourd'hui, ses cendres sont au Forest Lawn Memorial de Los Angeles. Très caché d'ailleurs. Non, c'est pas très caché, mais simplement il y a une petite stèle avec les noms de la famille Disney, et disons que voilà, c'est pas un lieu, il faut pas que ce soit un lieu de culte et tout, donc c'est très discret. Mais non, il y a pas eu de crématisation. Mais c'est intéressant cette rumeur, parce qu'elle montre bien que quand il y a des gens comme ça, qui étaient tournés vers l'avenir, puisque son dernier projet c'était de créer une ville du futur, on n'imagine pas qu'ils peuvent disparaître de cette façon-là aussi rapidement, et donc la légende s'empare d'eux, j'allais dire quasiment de leur vivant. Pas là, puisqu'il venait de mourir, mais elle s'empare d'eux aussitôt, parce que la nouvelle est trop incroyable finalement. Personne ne sait qui a lancé cette rumeur, justement. Alors, si, on sait qui a lancé cette rumeur. Elle a été lancée notamment par un animateur du studio qui était très facétieux et qui l'a fait sans penser que ça allait être repris. Ça a été repris aux États-Unis par un journal et en France par Ici Paris.
Et figurez-vous que toutes les biographies de Walt Disney qui mentionnent le fait qu'il aurait été, mentionnent un article d'ici Paris qui n'avait aucune information sur le sujet, mais qu'il a fait. Donc c'est aussi un magazine français qui est à l'origine, enfin qui a propagé cette rumeur. Alors il se trouve que Walt Disney, sur son lit d'hôpital, a suivi ce chantier Disney World qui était aussi un rêve totalement fou. Oui, lorsqu'il était hospitalisé, il avait fait installer sur le plafond de sa chambre à l'hôpital le plan masse de Walt Disney World en Floride. Et il avait un bâton et il indiquait, alors qu'il pouvait encore à peine parler à son frère et à quelques proches, où il voulait que soit telle et telle chose. Parce qu'il visualisait tellement ce que ça allait donner, une ville du futur, qu'il avait fait une croix, et il avait installé une croix à un endroit, et on lui demandait ce que c'était. Et il disait, ça, c'est le banc où Liliane, ma femme, et moi, nous nous assiérons pour regarder passer les gens quand ça aura ouvert. Il avait sélectionné l'endroit où il s'assierait pour regarder passer le public. Et comment est venue cette idée de Disney World de Sébastien Durand ? Alors, parmi ces déceptions de Disneyland, il y avait le fait que 60 hectares, ça s'est vite révélé trop petit pour tous les rêves qu'il avait, et que donc autour de lui, autour de Disneyland, ce qui étaient des champs d'orangers étaient devenus des motels, des restaurants, plein de choses qu'il ne contrôlait pas. Il voulait un endroit beaucoup, beaucoup plus grand, 11 000 hectares quand même en Floride, et puis il voulait créer une ville du futur, parce que son rêve suivant, après le parc, ça aurait été de dire, je fais un parc, mais à côté, il y aura une ville où des dizaines de milliers de personnes pourront vivre, travailler, sortir, et où on utilisera de nouvelles technologies, où la voiture sera absente, on la laissera, il y aura des moyens de transport extrêmement modernes. C'est comme aujourd'hui, il y aura un monorail, il y aura des tas de choses, et c'était son dernier rêve, il appelait ça Epcot, c'est-à-dire un prototype expérimental pour une communauté de demain, en anglais, et c'était ce qu'il voulait faire. Son dernier grand rêve, c'était de réinventer la ville, parce qu'on est dans les années 60, c'est les droits civiques, c'est les luttes, beaucoup de villes américaines sont dans un état lamentable, et Walt Disney il se dit, on va nettoyer tout ça, on va créer une nouvelle ville pour rendre les gens plus heureux. Et résultat, ce parc a existé grâce à Roy, son frère, qui a poursuivi l'aventure. Et alors Walt Disney World a pu ouvrir en 1971, alors que Walt Disney, comme vous l'avez dit, était mort en 1966, d'abord avec un autre parc qui est un peu la copie de celui de Disneyland en Californie, et avec le temps, Epcot, qui est devenu non pas une vraie ville, mais un deuxième parc consacré aux nouvelles technologies et qui est ouvert par la suite. Et Roy Disney, qui était plus âgé que son frère, Roy Disney avait 8 ans de plus que Walt Disney, il voulait prendre sa retraite, mais lorsque Walt est mort, il a décidé en hommage à son frère de rester là et de poursuivre ce dernier rêve jusqu'à l'ouverture. Et quelques semaines après l'ouverture de Walt Disney World, fin 1971, il est mort à son tour. Je crois qu'il est mort la veille de la parade de Noël. Et il est mort au début décembre, donc voilà. Mais il a tenu à aller jusqu'au bout du rêve de Walt. Alors, il y a eu beaucoup d'autres parcs, il y a notamment en France, à Marne-la-Vallée et Disneyland. Et là aussi, je pense que ça aurait fait plaisir à Walt Disney, car il aimait la France. Walt Disney était un amoureux de la France. On l'a dit, il avait découvert la France lorsqu'il avait 16 ans, puis il a passé son 17e anniversaire en étant ambulancier dans la Croix-Rouge juste après la Première Guerre mondiale. Il y est revenu à partir des années 30 régulièrement. Il y a trouvé l'inspiration pour nombre de ses films, des contes de fées, Cendrillon, La Belle au bois dormant. Il aimait Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Donc c'est un pays dans lequel il venait souvent. Il est venu à Carcassonne, il est venu sur la Côte d'Azur, au Mont-Saint-Michel, à Strasbourg. C'est quelqu'un qui a exploré la France et qui a trouvé de nombreuses idées pour ses films. Et d'ailleurs, je sais même qu'il a envoyé des collaborateurs en France pour repérer les décors de Notre-Dame ou du Bossu de Notre-Dame. Alors, le Bossu de Notre-Dame est sorti bien après sa mort, mais oui, depuis les années 80-90, quand il y a un nouveau film qui est fait, maintenant, c'est plus seulement Walt Disney qui nous dit c'était bien ou ça, c'est tous les collaborateurs qui se déplacent pour trouver l'inspiration, comme ça a été fait pour Ratatouille, comme ça a été fait pour le Bossu de Notre-Dame ou pour La Belle et la Bête, absolument. Il se trouve aussi que le premier journal de Mickey est sorti en France. En fait, Paul Vinclair, qui était à l'époque éditeur, va le voir à Londres, lui dit qu'il veut faire un journal de Mickey en France. Disney n'y croit pas du tout et lui donne l'autorisation sur une carte de visite. C'est vrai. Paul Vinclair c'était un grand homme de presse et il a su être convaincant parce que même si la force aussi de Walt Disney, il n'y croyait pas spécialement, mais lui, il avait tellement de mal à imposer ses propres rêves que quand quelqu'un venait lui dire j'ai une idée géniale, ok, tente ton coup. Oui. Et donc il l'a laissé faire et le journal de Mickey est un énorme succès qui a inspiré
de nombreuses formules à l'étranger par la suite et qui existent encore aujourd'hui avec le succès qu'on connaît. Donc ça reste un modèle en matière de presse pour la jeunesse. Et puis il y a son dernier projet de dessin animé qui sont les Aristochats, Sébastien Durand. Là aussi, ça a été quelque chose. Dans les cartons, il y avait déjà des premiers dessins qui étaient prêts. Alors oui, quand Walt Disney est mort en 1966, plusieurs des films qui vont arriver après étaient déjà en chantier à différentes étapes, comme Le Livre de la Jungle, qui sort juste après la mort de Walt Disney, comme un peu plus tard Robin des Bois, qui est une adaptation du roman de Renard que voulait faire Walt Disney. Et entre les deux, on a Les Aristochats, ce film qui rend hommage à Paris, avec la présence de Maurice Chevalier, qui à l'époque est sorti de sa retraite, spécialement pour chanter la chanson en hommage à celui qui avait été son ami pendant ces années à Hollywood, Walt Disney. Oui, il s'était connu à Hollywood, et c'est pour faire plaisir à Walt Disney qu'il avait accepté Maurice Chevalier de tourner dans Les Enfants du Capitaine Grant. Oui, c'est vrai, qui date un petit peu d'avant, de 1964, Les Enfants du Capitaine Grant. Il a tourné dans d'autres films Disney, un film qui s'appelle Rentrez chez vous, les singes, qui se déroule sur la Côte d'Azur. Donc Maurice Chevalier était un acteur qui aimait bien tourner chez Disney et qui, en hommage, a chanté la chanson des Aristochats. Alors, Disney disparaît, mais ça continue avec aujourd'hui d'autres dessins animés. Ce qui est étonnant, c'est que des dessins animés d'hier traversent les générations. Les enfants d'aujourd'hui connaissent Blanche-Neige ou les 101 Dalmatiens. Mais ils connaissent aussi le Pirates des Caraïbes, Star Wars. C'est l'esprit Disney, finalement, tout ça. Oui, les grandes histoires sont éternelles et elles traversent le temps. Et La Reine des Neiges est un film récent, mais traversera le temps. On a vu son succès. Blanche-Neige a traversé le temps. Donc oui, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que moi, c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais petit, Blanche-Neige. Je ne savais pas que mes parents l'avaient vu ou que mes grands-parents avaient pu le voir. C'est-à-dire que moi, je le voyais comme on voyait un nouveau film qui sort. C'est ça la force. Et aujourd'hui, cet imaginaire, il inclut les super-héros avec Marvel. Il inclut l'espace avec Star Wars. Donc oui, aujourd'hui, c'est un univers narratif qui s'est beaucoup étendu. Et puis, Disney avait une idée qui a été développée depuis, c'est que les chansons ne sont pas là par hasard, elles font avancer l'action et les personnages. Oui, de la même manière qu'il a été effectivement un pionnier du son, il pensait comme un peu à Broadway, que les chansons ne sont pas là comme juste des éléments de décor, mais qu'elles doivent montrer la psychologie des personnages, qu'elles doivent faire avancer l'action. C'est le cas dans Blanche-Neige et c'est le cas dans les films les plus récents. Pensez à La Petite Sirène ou à La Belle et la Bête. Les chansons sont partie intégrante de l'action. Il y a même des blind tests aujourd'hui qui sont faits sur Internet pour les enfants et ils connaissent aussi bien les chansons d'aujourd'hui que la chanson des enfants de Peter Pan. Ah, je pense qu'il y a la Walt Disney Company a 100 ans et donc un peu moins de temps pour le son, 95 ans, mais il y a 95 ans de hits chez Disney qui font que les enfants peuvent chanter des chansons qui ont été écrites à l'époque de leurs arrière-grands-parents comme à celles d'aujourd'hui en pensant que c'est issu de leur Walt Disney préféré. D'ailleurs, il y a, je crois, le 11 et le 12 novembre, à Paris, à l'Arena, à l'Enfance Arena, un truc totalement délirant en hommage à Disney pour les 100 ans. Et c'est exactement ça. Il fallait rendre hommage à Disney pour ses 100 ans de différentes façons, en sortant un nouveau dessin animé de Mickey, avec le Disney de Noël qui revient, et puis il y a ce double concert qui va être donné à Paris, dans lequel il va y avoir quasiment 100 années de grandes chansons Disney, mais également Star Wars, mais également ça, que nous connaissons tous, que nos enfants connaissent, interprétées par plusieurs centaines d'interprètes sur scène. Donc ça va être 2 soirées inoubliables. Avec 350 choristes, je crois que c'est délirant. C'est des chiffres à la mesure de finalement 100 années d'histoire Disney. Et je crois, Sébastien Durand, que le film le plus compliqué à monter pour Disney, ça a été Mary Poppins, parce que son auteur a refusé pendant 20 ans. Alors oui, mais les grands Disney ont toujours une gestation très très longue. Et alors Mary Poppins, c'est un cas exceptionnel. Dans les années 30, Walt Disney ses filles lui disent on adore les livres de Mary Poppins, papa, il faudrait que tu en fasses un film. Elle avait 12 ans, ses filles. Voilà, et donc du coup, il a commencé à en parler avec Pamela Travers, l'autrice de Mary Poppins, qui pendant des années refusait, puis a demandé un droit de regard, puis a fini par céder, mais elle voulait absolument pas qu'il y ait d'animation dedans. Et il a fallu attendre vraiment la première du film pour qu'elle comprenne comment il avait fait bouger des choses, mais comment il l'avait rendu encore plus inoubliable. Et oui, c'est un film compliqué, mais c'est le film le plus satisfaisant pour Walt Disney lui-même, car c'est la première fois où même son frère a financé le film sans râler, parce qu'il y croyait lui aussi, et que tout le monde était persuadé que ce film allait marcher. Et Walt Disney disait, c'est la première fois que j'ai peur qu'un film ne marche pas, parce que personne autour de moi n'a l'air d'avoir le moindre doute dessus. C'était la première fois de sa vie. Mais heureusement, tout le monde avait raison. Voilà, et il se trouve aussi que Julie Andrews joue le rôle principal, il l'a repéré à Broadway, mais au départ, dans le premier Mary Poppins écrit, c'était
une femme d'âge mûr. Là. Et ils avaient pensé à Angela Lansbury et Bette Davis. Oui, le livre de Pamela Travers parle d'une femme plus âgée. Et encore une fois, c'est toujours la force de Walt Disney. Il va à Broadway, il voit effectivement Julie Andrews dans Camelot. Et elle avait joué un peu avant dans My Fair Lady, sur la version sur scène. Il est tellement emballé par elle, il va la voir dans les coulisses et il lui dit je vous veux pour Mary Poppins. Et elle, très honnête, lui dit vous savez, je suis très flattée, mais je suis enceinte. Et donc, je ne pourrais certainement pas le faire. Et il lui dit, nous attendrons la naissance de l'enfant et nous lancerons le film à ce moment-là. Donc, je veux dire, il l'avait trouvé tellement génial qu'il pouvait repousser le tournage du film de près d'1 an parce qu'il fallait que mais il voulait que ce soit Julie Andrews. Et il a eu raison. Elle est pratiquement parfaite à tout point. Elle est Mary Poppins. Elle est Mary Poppins. Bon, ça fait 100 ans aujourd'hui, et maintenant l'avenir, Sébastien Durand, l'avenir de Disney. Ah, l'avenir de Disney, ce sera toujours de grandes histoires. Je ne sais pas sur quel format, on le voit aujourd'hui. On voit bien qu'avec des sites de streaming, des nouveaux produits sont arrivés. Je ne sais pas à quoi ressembleront nos écrans dans quelques années, si on ira dans les parcs comme on y va aujourd'hui ou s'il y aura d'autres choses. Mais en tout cas, Walt Disney ne pouvait pas prévoir Disneyland, ne pouvait pas prévoir tout ça il y a 100 ans, mais il savait qu'il avait de grandes histoires. Donc aujourd'hui, quand je vois ce que Disney sort aujourd'hui même, ce 16 octobre, avec un nouveau dessin animé de Mickey qui rencontre plus de 500 personnages de l'histoire de Disney dans un dessin animé qui s'appelle Il était une fois un studio, et puis bientôt le Disney de Noël, je pense qu'il y a encore de belles histoires à écrire. Ce qui a changé depuis, c'est qu'ils peuvent les trouver dans le monde entier. Il y a beaucoup plus de diversité aujourd'hui, parce qu'on peut prendre les histoires un peu partout. Mais il y a de belles histoires, je pense qu'il y en a pour les 100 ans à venir. Voilà, on en parlera peut-être dans 100 ans, on ne sait jamais. On se donne rendez-vous, Jacques, pendant 100 ans. Merci Sébastien Durand d'avoir célébré cet anniversaire avec nous. C'était un plaisir. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.